Mesdames et messieurs, le Liban traverse une période de très haute tension en avril 2026, caractérisée par une escalade militaire intense, malgré un cessez-le-feu théorique, une crise humanitaire aggravée et une stabilité économique persistante. Pour mieux comprendre la situation au Liban, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, les frappes massives de mercredi, d'hier et qui continuent ce matin aussi, ont eu lieu alors qu'un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington venait d'être annoncé. Dans quelle mesure ces attaques compromettent-elles les espoirs de désescalade régionale? Alors, premièrement, on doit aussi mentionner qu'il y a eu un accord israélien, même si c'est préliminaire, de négocier avec le Liban. Alors, pour ajouter au paradoxe qu'on voit avec la trêve de 2 semaines annoncée par le président Trump, ensuite, après avoir affirmé que cette trêve comprend tous les fronts, quelques minutes plus tard, après ce qu'on a entendu dans les rapports télévisés, qu'il y a eu un appel du Premier ministre Netanyahou au président Trump, alors le président Trump est ressorti pour affirmer que le Liban ne fait pas partie de cette trêve. Ce qui commence dès le début de montrer à quel point le Premier ministre israélien a le contrôle sur cette guerre. C'est lui déjà qui avait commencé cette guerre il y a plus d'1 mois maintenant, quand il a commencé avec une frappe préemptive, comme il l'a qualifié lui, pour pouvoir continuer cette guerre jusqu'à maintenant. Alors nous sommes face à une situation qui est vraiment paradoxale en ce moment. D'un côté, il y a des initiatives diplomatiques pour une désescalade, pour une trêve, il y a même des négociations qui vont bientôt commencer avec la médiation du Pakistan qui est supportée et qui reçoit un appui de l'Égypte et de la Turquie pour instaurer une trêve globale. Alors, malgré ces initiatives diplomatiques pour une désescalade, alors il y a une intensification militaire sur le territoire libanais. Alors, cela tout met cette trêve en péril. Elle est devenue davantage fragilisée par une réalité évidente. Que le Liban est devenu le point de rupture de tout accord possible. D'un côté, l'Iran ne peut pas laisser son allié principal, le Hezbollah, reçoit les frappes, tandis que lui, il est en train de négocier avec les États-Unis. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vu que l'étroit d'Ormuz n'est pas encore ouvert en sa totalité comme prévu. L'étroit d'Ormuz qui est devenu l'arme la plus efficace iranienne vis-à-vis toutes les agressions contre le pays. Et d'autre côté, Israël qui croit dans les négociations sous les frappes militaires. Alors, est-ce que pour répondre à votre question d'une manière assez rapide, oui, cela peut constituer un point de rupture de cette rêve qu'on espère tous pouvoir arriver à but très vite pour empêcher la région de tomber dans un embrasement complet. Après l'appel américain pour des pourparlers entre le Liban et Israël, un responsable libanais a déclaré que Beyrouth voulait un cessez-le-feu avant toute négociation. Le Hezbollah, pour sa part, a rejeté toute négociation directe avec Israël et Netanyahou a averti que les frappes contre le Hezbollah vont se poursuivre. Expliquez-nous ce chaos. Comment peut-on arriver à un cessez-le-feu avec des partis qui ont chacun une position très différente de l'autre? Alors, premièrement, on doit commencer à parler de la position israélienne. Je trouve que c'est la plus importante depuis le début de la guerre jusqu'aujourd'hui. Le problème n'a jamais été Iran. Et malgré que l'Iran, on doit l'admettre, a commis des fautes stratégiques et des erreurs stratégiques dans sa guerre, comme de cibler les pays du Golfe, par exemple. Ça, c'est une faute que je trouve stratégique
pas seulement parce qu'il n'y a pas de raison réelle pour frapper les pays du Golfe, mais parce que dans les guerres, il ne faut pas créer plus d'ennemis. Au contraire, il faut ajouter ses amis pour pouvoir les aider. Alors, à part ça, alors on doit parler de la stratégie israélienne qui est toujours de négocier sous les bombes. Israël, elle est en train de ouvrir un canal politique tout en menant la pression militaire maximale sur son adversaire, qui est le Liban. Alors, et je trouve que cette stratégie a pour but de mettre le gouvernement libanais face à ce que le gouvernement israélien considère ses responsabilités, notamment sur la question centrale qui est le désarmement de Hezbollah. Alors, autrement dit que Israël ne négocie pas pour vraiment faire la paix, mais pour premièrement redéfinir le rapport de force d'un côté et mettre l'État libanais sous pression internationale. Parce qu'à la fin du compte, ce qu'Israël est en train de faire, c'est d'exposer l'incapacité de l'État libanais devant le monde entier, qu'elle a essayé de négocier et que ce gouvernement est incapable de contrôler l'ensemble du territoire ou de désarmer l'acteur principal qui est le Hezbollah. Alors cela va créer à un certain moment, ou juste après, une fois qu'on annonce que les négociations ont échoué, Israël est en train de créer une certaine légitimité internationale pour continuer ses frappes, parce que le Liban a échoué, ou le gouvernement du Liban a échoué à désarmer Hezbollah, qui est une condition très importante. De son côté, le gouvernement libanais, sachant que le prix est vraiment élevé de laisser sa population civile recevoir les frappes sans aucune défense aérienne, alors doit à tout prix chercher de négocier avec Israël, parce que honnêtement, il n'y a personne à ses côtés à part quelques coups téléphoniques ou même des déclarations de support. Cela ne va pas déterrer Israël à continuer ses frappes contre le Liban. Alors, le seul acteur maintenant qu'on attend de jouer d'une manière plus efficace, c'est les États-Unis qui veulent vraiment faire marcher ces négociations avec l'Iran. Pour la première fois, plus ou moins des négociations directes. Alors là, je trouve qu'il y a un rôle qu'on doit attendre des États-Unis pour arriver à cela. La question de demander à Israël d'adoucir un peu les frappes, ça, c'est pas vraiment une décision politique, mais c'est plutôt, encore une fois, de se soumettre à la volonté israélienne qui veut toujours continuer. C'est venu depuis la première seconde après la déclaration faite par le président Trump, que le Premier ministre est sorti directement juste après, même avant d'appeler le président Trump, en déclarant que le Liban ne fait pas partie de cet accord ou de cette trêve. Alors, il est capable de dire cela, ensuite de parler avec le président Trump pour le forcer à accepter son point de vue, qui est que le Liban ne fait pas partie de cela. Cela nous montre à quel point Israël peut contrôler l'administration américaine pour aboutir toujours à réaliser ses désirs. Et si jamais ces négociations entre Israël et le Liban auront lieu, quel est le poids réel des institutions nationales libanaises dans ces négociations? Sans avoir le Hezbollah avec eux sur la même table de négociation. La question, c'est une question de force. Le Hezbollah est assez influenceux en ce qui concerne le Liban, à l'intérieur du Liban. Je ne sais pas sur le plan militaire comment il est en train exactement de réaliser ses gains vis-à-vis d'Israël. Mais si on parle de point de vue de sa force interne sur le sol libanais, je pense qu'il a assez d'influence sur la totalité des forces, politiques libanaises. Et du coup, que même si tous les Libanais et tous les partis libanais et toutes les forces majeures du Liban sont d'un côté, la force de Hezbollah peut toujours montrer qu'elle est là pour pouvoir dicter ce qu'elle veut, au moins sur le sol libanais.
Alors là, on doit dire vraiment, vous venez juste de l'annoncer, juste avant cette intervention, que le Hezbollah a refusé toute négociation avec Israël. Alors lui, il a cette influence de pouvoir dicter sa volonté, étant donné qu'il est, même dans plusieurs rapports, on parle qu'il est plus fort de l'armée israélienne même. Alors, et c'est ça toujours le danger de créer des milices au sein d'un pays souverain. Parce que c'est le résultat, on a vu ça, que ce soit au Liban, qu'on a vu ça aussi au Soudan, quand on a créé des milices. Toujours la création de milices parallèles à l'armée officielle et l'armée légitime d'un pays, créer à la fin du compte des problèmes et créer des échecs continus, comme on le voit maintenant sur le territoire libanais. Et quelle est votre lecture de la position de la communauté internationale et notamment des Nations Unies face à ce qui est décrit comme une violation flagrante de la résolution 1701? Alors moi je trouve que la communauté internationale est incapable de faire quoi que ce soit. On l'a vu, que ce soit dans la crise, ou même si on doit appeler les choses telles qu'elles sont, dans la crise, le génocide palestinien. On a vu la communauté internationale avec la guerre qui est uniquement décidée par le président Trump et certainement avec Israël. Et on a vu aussi la situation, comment est-ce qu'elle est devenue totalement détériorée. Ensuite, maintenant, avec la décision américaine de négocier, je trouve que la position de la communauté internationale, notamment des pays de l'Ouest, malgré qu'ils sont contre cela, mais ils n'ont aucun pouvoir effectif sur le sol même. Ils n'ont pas pu arrêter cette guerre. Que ce soit le début ou l'arrêt de la guerre, étaient totalement des décisions qui n'avaient rien à voir, que ce soit avec la communauté internationale, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les Nations Unies, malheureusement, parce que les États-Unis jouent le rôle le plus fort. On attendait un rôle plus fort et plus actif d'autres superpuissances telles que la Chine et la Russie, mais ce rôle, malgré les bonnes intentions et malgré qu'on parlait qu'il y avait des rôles assez importants derrière les scènes, mais on n'a pas vu ces rôles être concrets devant la communauté internationale, devant nos propres yeux, pour savoir qu'il y a vraiment une force qui joue le rôle de créer un équilibre avec les États-Unis et Israël. Et c'est pour ça qu'on a vu sur le sol, que ça soit en Iran, que ça soit dans les pays du Golfe, que ça soit même dans les autres pays qui ont subi des frappes telles que le Liban ou même l'Irak, on n'a pas vu vraiment d'intensification, de contrôle, même d'influence sur le déroulement de la guerre. C'était toujours des décisions américo-israéliennes et d'autre côté l'Iran qui riposte ou qui essaye de répondre. Le Premier ministre britannique Starmer a jugé inacceptable la poursuite des attaques d'Israël contre le Liban lors de sa tournée dans le Golfe. Comment vous percevez la position de l'Angleterre récemment face aux États-Unis? Je trouve que c'est une position qui est assez hypocrite, tout simplement parce que lui, il est en train de faire le tour des pays du Golfe simplement pour assurer la position britannique dans ces pays et montrer son support pour les intérêts du Royaume-Uni dans ces pays, mais ça n'avait rien à voir avec le déroulement de la guerre. Il n'était pas venu pendant les guerres pour même exprimer son soutien pour ces pays. Il vient après la fin, et d'ailleurs le président Trump lui-même l'avait signalé d'une manière claire, on n'a pas besoin d'alliés qui viennent après la fin de la bataille. Alors le Premier ministre britannique, avec tout le respect, mais il n'a pas fait le rôle qu'il devait faire. Au contraire, il avait dit qu'il va et qu'il a vraiment aidé d'une manière discrète
avec les logistiques de la guerre. Alors, il est en train de jouer sur tous les côtés. Oui. Il était de son cœur avec les États-Unis, même s'il n'était pas avec l'armée britannique ou avec des aides positives, mais en même temps, il n'a rien fait pour défendre, que ce soit les pays du Golfe qui se prétendent alliés de ces pays actuellement, ou pour s'opposer à la volonté israélienne de continuer la guerre, que ce soit au Liban ou même avant cela. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Merci beaucoup, l'ambassadeur Medhat El-Miligi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.